précédents ESCOM que j'ai rappelé en Afrique du Sud, de précédents en France également. Le précédent marocain avec Maroc Vert qui s'est avéré être une catastrophe totale. Alors là, c'est un autre problème. Est-ce que les cabinets locaux sont à la hauteur de la tâche? Déjà, il y a un deuxième obstacle auquel sont confrontés les cabinets locaux. Pourquoi les 7 Pourquoi pas 8 par là? Pourquoi il y a 7 jours dans la semaine? Il y a beaucoup de parallélisme dans ce texte. Alors pour ma part, il y a un livre que j'offre très souvent, d'ailleurs je l'achète dès que je vois dans les librairies. Alors si je bien compris, on parle des cabinets étrangers, principalement occidentaux, qui sont en train de quitter ces marchés-là. Alors l'un des facteurs explicatifs est relatif à la dynamique globale dans la région de l'Afrique subsaharienne. C'est qu'il y a un éveil des consciences qui est porté par la jeunesse et qui s'est incarné politiquement par des pouvoirs qui désormais se réclament de la souveraineté. Donc il y a une dynamique souverainiste qui voit de plus en plus d'un très mauvais œil les cabinets étrangers, de conseil, d'audit ou des deux, parce qu'ils les voient comme des instruments d'ingérence étrangère qui viennent dire aux États africains voilà comment vous devez développer vos programmes, voilà comment vous devez vous développer, mais sans jamais dire que vous devez faire cela en fonction des intérêts du monde occidental. Je ne dis pas que c'est tout à fait la réalité, que c'est ce qu'ils font, mais c'est comme ça qu'ils sont perçus, même s'il y a un peu de vrai là-dedans. Et qu'on a suffisamment de matières grises et de compétences en local qui connaissent la réalité, qui permettent de faire une remontée d'informations plus fiable, qui connaissent les particularités culturelles et qui sont à même de faire le même travail, voire même davantage que de jolis PowerPoints que l'on peut transposer d'un pays à un autre en se contentant de changer le nom, tout simplement. Ouais, pour moi, je dirais un triptyque. Je dirais 3 raisons principales. D'abord, il faut parler d'un certain désamour au global envers les cabinets de conseil. On se rappelle de ce qui s'est passé entre, par exemple, le cabinet McKinsey, pour ne pas nommer l'Afrique du Sud, une société ESCOM, qui est la société étatique en charge de l'exploitation de l'électricité, avec même des excuses publiques de la part du cabinet de conseil pour des prestations de plusieurs dizaines de millions de dollars qui n'avaient pas donné totalement satisfaction. On peut évoquer aussi la commission parlementaire en France, entre le même McKinsey. Je vais citer un autre cabinet pour pas qu'on pense que je fais une focalisation sur ce brillant cabinet au passage, et le pouvoir en place, avec Emmanuel Macron notamment. Donc, déjà, il y a une certaine circonspection à se dire qu'apporte réellement un cabinet de conseil. Et je dis ça, je me tire une balle dans le pied, je suis moi-même consultant. Mais il faut avoir le courage et l'autocritique de le dire, et de plus en plus de gens qui se posent des questions, a fortiori dans notre contexte africain, où il faut rappeler que l'administration publique est très consommatrice d'OPEX, de charges, notamment de charges de personnel, et là se pose le deuxième volet du triptyque, c'est-à-dire le paradoxe africain est tel. L'administration publique recrute beaucoup, il y a beaucoup de gens, et pourquoi je dois en plus payer beaucoup d'argent des consultants, qui le plus souvent ne sont même pas du pays, pour m'expliquer la vie, pour me réinventer l'eau tiède avec moi. Donc là c'est un paradoxe que je peux largement comprendre, et si on rentre dans une logique où les ministères de différents pays se disent on va gérer nos choses à notre manière, on a suffisamment de ressources en nombre mais également en valeur, parce que la jeunesse africaine est de mieux en mieux formée, etc., ça peut se poser. Troisième triptyque qui est beaucoup plus prosaïque, c'est peut-être révélateur d'un certain désamour de la puissance internationale mondiale qui est les États-Unis, au profit de la Russie, au profit de la Chine, au profit peut-être d'autres puissances africaines, dans une logique de collaboration sud-sud. Et peut-être que le président Trump se dit, bon, en gros, les Africains ont des terres rares, ils ont des minerais, ils ont du pétrole, ok, je ne pense pas qu'ils aient un potentiel supérieur, fin de citation, qu'on m'attribue pas ces paroles, et peut-être que ça m'intéresse à outre mesure de développer, parce que tous ces cabinets sont d'obédience américaine, et même les cabinets occidentaux non américains sont souvent implantés au Delaware, qui est un paradis fiscal. Il y a beaucoup de contingences et de corrélations entre tout ceci. Et donc, pour récapituler, moi je dirais 3 sujets. Je commencerai par le dernier. C'est les États-Unis qui se désintéressent un peu économiquement de l'Afrique en se disant bon, s'il y a des minerais à prendre, on les prendra, on va les acheter. Il n'y a pas réellement besoin de stratégie. Deuxième volet, écoutez, on est très pourvu en tant que ministère africain en nombre, également en valeur. Il n'y a pas de raison de continuer à miser de l'argent. Et troisième volet, que vaut réellement le conseil public d'un cabinet de conseil dans certains pays africains? C'est une petite musique qu'on entend, et il y avait le précédent ESCOM que j'ai rappelé en Afrique du Sud, le précédent en France également, et tout ceci va contribuer à un certain désamour. Le précédent marocain avec Maroc Vert qui s'est avéré être une catastrophe totale. Après, on peut éventuellement aller sur des projections. En fait, c'est le mais qu'on ne toujours pas. C'est le problème d'ego personnel de. Là, je reprends mon casquette de consultant. A posteriori, c'est très complexe. C'est pas pour faire du corporatisme, mais sans doute qu'à l'instant T, on y a mis les moyens, on y a mis les ressources, on y a mis la volonté.
Après, l'outcome, comme diraient les anglo-saxons, peut être moyen, je peux le concéder aisément, mais c'est difficile de faire le procès en amont. Si on aurait pu le faire, parce qu'il y en a qui l'ont fait dès le début, dès le lancement du plan marocain, comme chez Parksby et d'autres, en partant de l'idée que le cabinet McKinsey et d'autres BCG, effectivement, pour en citer d'autres, pour ne pas se focaliser sur un seul, même s'il domine globalement, c'est qu'il est dans un paradigme néolibéral, productiviste, orienté vers le marché international. Et donc l'idée qui a été tendue au Maroc, c'est au lieu de travailler pour votre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de développer de manière autonome le minimum syndical pour nourrir la population, il va vaut mieux fonder votre stratégie sur la sécurité alimentaire par les marchés internationaux. Sachant qu'avant la crise de 2007-2008, les prix étaient effectivement abordables. Et donc on a fondé une stratégie sur des dizaines d'années, sur une volatilité extrême qui est celle des marchés internationaux, en vendant au Maroc l'idée de la magnifique mondialisation heureuse et que c'est fini l'époque des souverainetés étatiques. Bon, après, il y a la gifle du Covid, il y a d'autres gifles qui sont venus qui ont rappelé qu'un État, ça existe toujours et que la souveraineté est toujours importante. Seulement, la matrice des cabinets, comme ils ne connaissent quasiment rien à la philosophie politique et qu'ils voient tout comme étant le management, la gouvernance, le calcul, le productivisme, la rentabilité, le retour sur profit, eh ben, ils ne peuvent pas intégrer ces dynamiques-là. D'où le fait que moi, je me réjouis quand je vois des pays comme le Mali, comme le Niger, etc., redécouvrir le concept de souveraineté, parce qu'il y a un problème de paradigme. Le cabinet de conseil ne peut exister et prospérer que dans un cadre néolibéral. Que dit le néolibéralisme? Il dit que l'État est un mauvais gestionnaire et l'État ne sait pas bien gérer, l'investissement. Donc l'investissement est toujours sous-optimal avec l'État. Et donc il doit sous-traiter ces fonctions-là au privé dans la fonction de la réflexion. Et donc il doit la sous-traiter au cabinet de conseil. Or, le fait est qu'on peut bien être libéral ou même néolibéral, mais pour des pays déjà développés. Mais pour des pays qui viennent d'enclencher leur dynamique de développement ou qui veulent l'enclencher, il est quasiment impossible pour un pays de se développer à partir de rien dans un cadre libéral. Ça n'existe pas. Il faut avoir les prérequis culturels, civilisationnels. Ni nous, le Maroc, ni l'Afrique subsaharienne, ni l'Asie, aucun de ces pays du monde non occidental ne peut se développer dans un cadre libéral. Il se développe dans un cadre étatiste, dirigiste, qui est après accompli par une ouverture libérale. Comme la Corée du Sud qui après s'ouvre, comme la Turquie qui après s'ouvre. Mais on oublie toute la parenthèse dictatoriale, mais au sens du despotisme éclairé, c'est-à-dire pas la dictature despotique contre le peuple, mais pour le peuple, pour gagner des décennies de rattrapage technologique. Et ça, le cabinet d'études n'est pas capable de le penser. Il n'a pas les compétences nécessaires pour penser ces questions-là. Donc pour lui, tous les pays se valent. Et donc on est dans une logique de PowerPoint, on va dire au Maroc, on va dire à l'Argentine, on va dire n'importe quel pays, la mondialisation, sous-traitée, faites-nous confiance, on gère. Et ça c'est un vrai problème, et heureusement que l'Afrique commence à comprendre. Alors là c'est un autre problème, est-ce que les cabinets locaux sont à la hauteur de la tâche? Est-ce qu'ils sont capables de récupérer ce marché ou non? Et est-ce que l'État, qui est l'un des principaux clients de ces cabinets, qu'on le veut ou non, est-il dans un schéma de transparence suffisant pour choisir les cabinets locaux les plus compétents et ne pas entrer dans un schéma de clientélisme, de commission, de rétrocommission, et qui fait qu'à la fin, on remplace des incompétents par d'autres incompétents, par des incompétents qui ont des milliards, c'est-à-dire des cabinets mondiaux comme McKinsey, etc., incompétents de ce point de vue-là. Je parle de la philosophie politique, des stades de développement, etc., par des incompétents qui sont que des rentiers parce qu'ils sont le cousin du ministre tel, ou d'un chef du gouvernement tel, ou d'un président tel. Là, c'est une vraie problématique. Et donc, le défi pour les cabinets locaux compétents réellement, qui font un bon travail, c'est d'aller au-delà de cette barrière du népotisme, du clientélisme, et ça, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. S'il n'y a pas de réforme en profondeur au niveau de l'appareil étatique, ça ne sert strictement à rien. Autant rester avec McKinsey, c'est mieux. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de très bonnes choses qui ont été dites. Je rajouterais juste peut-être une précision. La logique qui consisterait à dire, je ramène un prestataire, aussi brillant soit-il. Ça peut être un traiteur, ça peut être un réalisateur, ça peut être un électricien, ça peut être un cabinet de conseil. Je ne peux pas, moi, me satisfaire de lui dire, je veux que tout se passe bien. Est-ce que je vais être à niveau d'éclairage? Je peux rentrer avec lui dans la technique. Je vais être à niveau de luxe. Je vais être à niveau de lumière tamisée. Pour un restaurateur, je veux plutôt un menu vegan, plutôt un menu très orienté carnivore. Je veux que les gens soient servis peut-être à 23h, parce qu'à partir de 23h30, quand ils auront fini, ils vont quitter. À partir de 23h30 qu'ils quittent, ça ne me dérange pas. Tout ceci pour dire, il y a le donneur d'ordre qui ne va pas se cantonner au rôle de celui qui signe les chèques d'acompte. Ça doit être celui qui doit piloter, qui doit suivre. Après, un cabinet de conseil, s'il est conditionné de sa prime enfance, à optimiser le profit, à chercher les bénéfices, à se dire par exemple dans le cadre du plan marocain, la monnaie marocaine est une monnaie puissante.
dans une logique de partenariat sud-sud, au pire des cas, peut-être que le Maroc peut importer pas très cher, parce que la monnaie est forte, comparativement à d'autres monnaies, comme le naira nigérian, comme le cedi ghanéen, etc., comme le kwanza angolais. Et donc, au pire, si ça devient trop cher sur le territoire national, il sera toujours possible d'importer. Mais je pense que c'est une politique de d'aiguillage global qu'il faudrait avoir au niveau des ministères. Et quand il y a ce binôme, très bon cabinet, avec un ministère qui sait exactement ce qu'il veut faire, où il veut aller, au bout de combien de temps, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Après, pour en revenir aux opportunités, déjà, le Maroc, sans flagornerie, on peut se l'enorgueillir de quelques dizaines de polytechniciens, de quelques dizaines de centraliens par an. On a un lycée d'excellence, on a la matière grise. On a en plus beaucoup de Marocains qui ont été biberonnés au jeu des McKinsey, des BCG, des Roland Berger, et qui par la suite se sont émancipés pour lancer des structures locales depuis une dizaine, une quinzaine d'années, des structures locales qui tournent bien. Alors, le combo, sur le papier, un Marocain très bien formé, qui connaît le marché, qui connaît les vicissitudes, des contingences, avec de la compétence en plus, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Exemple très basique. Si nous devions, exemple purement théorique, repenser par exemple le concept de prévoyance au Maroc. Si vous ramenez un cabinet international, il va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des benchmarks, des analyses comparatives, des SWOT, etc. Et il va vous dire, le salut, c'est des EHPAD évolués. Peut-être. Mais le Marocain sait qu'il y a un discours royal très célèbre de Hassan II qui disait « Le jour où il y aura une maison de retraite au Maroc, c'est le début de la décadence du pays ». Et ça, si on est international, on ne le sait pas. Et nous, dans un pays qui a 12 siècles d'existence et qui se projette encore sur 12, 15, 20 siècles, si on n'a pas cette sensibilité très maroco-marocaine, on ne peut pas aller d'abord. Donc il y a un distinguo entre compétences, qu'on a largement dans nos contrées africaines, et en plus connaissance même de l'ADN. Des choses que la grand-mère, pas forcément très lettrée, a pu véhiculer, qui marquent le consultant de 45, de 50 ans au moment où il doit rédiger son rapport. Sur le papier en tout cas, dans un monde angélique et idéal, ça a l'air plutôt correct. Après, en réalité, en pratique, c'est sans doute une autre histoire. Alors, je pense que c'est une opportunité marquée pour les cabinets locaux, parce que pourquoi il y a un désamour? Pour rappeler un chat. Il y a un désamour auprès de certains, sans vouloir faire d'amalgame, parce que ce ne sont pas toujours les premiers de cordée qu'on allait envoyer pour faire une mission. Il y a une gradation. Peut-être qu'une entreprise de taille moyenne, dans un pays type États-Unis ou Allemagne, etc., va payer 100, et peut-être une très grosse mission stratégique pour notre pays, ça va payer 40. Donc il ne faut pas forcément penser qu'on aura les premiers de cordée. Et donc le gros avantage, c'est que quand vous avez le fondateur d'un cabinet marocain, qui en plus est polytechnicien, qui a roulé sa bosse, qui a 15 ans de McKinsey, etc., sur le papier, c'est cette personne, cette éminence grise qui va produire. Donc c'est quelque part un jackpot pour le deuxième sujet, c'est une capacité à naviguer, à comprendre certains codes. Vous pouvez faire des réunions, surtout dans les réunions, les arcanes feutrées des ministères, il y a un code, parce que ce pays est millénaire. Il y a des manières d'exprimer les idées que peut-être un Allemand ou un Américain ne saisirait pas. C'est trop subtil pour lui. Alors qu'un Marocain va comprendre, à travers l'usage du conditionnel, à travers juste un hochement de tête, que ce n'est pas forcément l'idée vers laquelle on veut s'orienter. C'est cette subtilité très maroco-marocaine qui fait que ça peut aller de l'avant, mais le prérequis de base, c'est qu'il faut que les gens soient compétents. Et là, pour le coup, que ce soit des Big Four, que ce soit des locaux, il y a de la compétence, on ne va pas se mentir. Après, c'est question de subtilité, d'adaptation, etc. Mais la compétence y est, ça, il n'y a pas de débat. Déjà, il y a un deuxième obstacle auquel sont confrontés les cabinets locaux, c'est que dans la plupart des cas, quand un ministère africain conclut un contrat ou délègue son intelligence à un cabinet étranger pour faire une stratégie, élaborer une stratégie, en fait, il n'achète pas que la stratégie, mais il achète également la légitimité internationale et le cachet. Parce que sur la base d'une stratégie élaborée par BCG ou McKinsey, il peut aller voir la BAD ou la Banque mondiale et demander des financements qui seront plus facilement octroyés si c'est un cabinet qui est derrière la stratégie, un cabinet connu mondialement, plutôt qu'un cabinet local anonyme à l'échelle internationale. Et ça, c'est un défi de taille pour les cabinets locaux qui ne peuvent pas, dans la plupart des cas, rivaliser en termes de notoriété internationale avec ces cabinets-là. Et j'en viens à votre question, c'est-à-dire comment les cabinets internationaux pourraient se réinventer. Un juste milieu pourrait être intéressant, c'est-à-dire une logique de partenariat entre un cabinet parmi les Big Four, etc., avec 2 ou 3 cabinets locaux qui permettent de créer la synergie nécessaire, qui permet de joindre les contingences et les particularités connues par les cabinets locaux, en même temps avec l'économie d'échelle des grands cabinets qui ont les moyens analytiques, qui ont le personnel, qui ont les moyens de travailler sur un grand projet. Parce que même les cabinets locaux, des fois, il y a des marchés qui vont les dépasser. Ils n'ont pas le personnel, ils n'ont pas les effectifs nécessaires. Donc soit ils devront entrer
Dans une logique de consortium à trois, et soit de collaborer avec un cabinet étranger. Mais ça implique que le cabinet étranger, le BCG ou McKinsey ou autre, doit faire un travail sur lui-même par rapport à son paradigme, par rapport à la vision des choses, et de ne pas venir plaquer et projeter toujours le même logiciel, peu importe la réalité, et d'apprendre à devenir plus flexible, d'apprendre à écouter, d'apprendre à intégrer d'autres grilles de lecture. Et donc c'est un effort qui doit être fait de part et d'autre. C'est-à-dire les petits cabinets locaux doivent intégrer les standards internationaux, ceux des grands cabinets, et les cabinets internationaux doivent comprendre que chaque réalité est unique et a ses propres particularités. Je pense qu'effectivement la vérité est entre les deux. Parce que les grands cabinets, j'ai cité McKinsey, j'ai cité Roland Berger, on cité BCG, on peut en citer beaucoup d'autres. La grande force qu'ils ont, c'est par exemple si vous voulez faire un projet au Burkina Faso, dans le domaine agricole, ils peuvent vous dire, dans un pays à économie similaire, dans un pays à population similaire, dans un pays à régime politique similaire, ils peuvent vous sortir 18 rapports qu'eux-mêmes ont produits avec des études sur le terrain, etc., des éléments de comparabilité, des éléments de benchmark qui vont faire qu'ils auront forcément une longueur d'avance sur un cabinet local, aussi brillant soit-il, où il y a beaucoup de bon sens, il y a beaucoup de capacité de travail, il y a beaucoup de capacité d'agrégation aussi d'autres éléments, mais le goodwill, ce capital immatériel qu'ont les grands cabinets, ça bien entendu, ce serait ridicule de ma part que de dire que ça n'existe pas, que c'est une vue d'esprit. Donc forcément ils ont ça. Mais une capacité peut-être à sortir des codes, à sortir des idées convenues, et ça on l'observe de plus en plus. De plus en plus par exemple d'annonceurs en ont assez des campagnes de publicité hyper conclues. Ce qui marchait très bien dans les années 80-90, là on fait tout, l'impression, pour casser les codes. Et de plus en plus, idéalement, penser global et agir local, c'est ce que recherchent les annonceurs. Je veux mettre beaucoup d'argent pour que ça ait l'air authentique, comme dans une campagne marketing. Je veux mettre beaucoup d'argent pour que ce soit fiable, pour que ce soit suffisamment crédible, mais que ce soit un minima personnalisé. Je pense que les cabinets de conseil l'ont compris, et ils le voient parfois comme une sorte de compromission entre ce qu'on me demande, mes standards internationaux, moi j'ai une certaine manière de faire, on me demande autre chose, mais je pense qu'ils devraient comprendre qu'on ne demande pas forcément une compromission au sens négatif. On demande juste une adaptation parce que des rapports, surtout à l'ère, parce qu'il y a aussi un éléphant dans la chambre qu'on n'a pas beaucoup évoqué, à l'heure de l'intelligence artificielle, il est capable de demander à pas mal de logiciels, quitte à prendre des abonnements mensuels, de sortir des éléments de benchmark, des éléments de comparabilité. Et ça, c'est un très gros défi pour tous les cabinets, notamment les cabinets les plus importants, parce que ce qui faisait leur force, ce capital immatériel, je pense qu'il faut vivre avec son temps, mais il ne faut pas aussi se départir d'un certain professionnalisme. Il y a de l'IA partout. Mais il y a la bonne IA, il y a la mauvaise IA, comme le cholestérol. Il y a le bon cholestérol, il y a le mauvais cholestérol. Alors, si l'IA, ça va être un outil qui va permettre de structurer, par exemple, des choses, des contingences du quotidien pour un cabinet de conseil. Des propositions commerciales, de la tenue comptable, des choses qui vont permettre de structurer des rapports. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'un cabinet pouvait perdre beaucoup de temps et d'énergie à régler des sujets de forme. Alors, j'ai évoqué le PowerPoint, etc. Et c'est pas anodin parce que le livrable, c'est un document PowerPoint. Et donc si ça c'est beau, c'est corrigé de fautes d'orthographe, avec un séquencement un peu plus glamour, écoutez, c'est une très bonne chose. Mais là, vous avez remarqué, je parle beaucoup de cosmétique et de forme. Sur le fond, l'IA peut beaucoup aider. Je parlais de l'exemple d'un cabinet de conseil au Burkina. Si l'IA va lui permettre de sortir la politique agraire qu'il y a eu en Roumanie ou en Tchécoslovaquie de l'époque, ou ce qu'a fait les Salazar au Portugal, ce qu'ont fait les Meiji, et de mixer un peu tout ça pour sortir 4 recommandations, ça peut être une très bonne chose. En revanche, il y a 2 points d'attention majeurs. Le premier point d'attention, c'est la fiabilité de l'information. C'est pas parce que c'est écrit. Malheureusement, on a une certaine, en Afrique, sacralité de l'écrit. Peut-être que parce que culturellement, l'alphabétisation a atteint l'Afrique un peu plus tard que d'autres contrées. C'est pas forcément un mauvais procès. On peut être très intelligent, mais pas très lettré, comme j'en ai beaucoup dans ma famille, par exemple. Et donc, dès que c'est écrit, c'est sacré. Mais c'est pas parce que c'est écrit sur un PC ou un smartphone que c'est forcément juste. Il faut beaucoup se méfier. Et le deuxième écueil, c'est la paresse intellectuelle. Ça s'arrête quand? Si avant, il fallait beaucoup chercher dans l'universalisme, autres encyclopédies, pour avoir une information, recouper les sources, passer 3 coups de fil pour être sûr d'avoir la bonne information, vous, journaliste par exemple, si l'information est pré-mâchée, rédigée dans un style, en plus dans l'air du temps, correctement packagé, etc., le reste du temps, on s'en sert pour faire quoi? Là, au passage, c'est ce qui va nous donner, pour moi, la flambée de beaucoup de réseaux sociaux très dispensables, où je pense que c'est tout simplement le règne de la vacuité. Il n'y a plus beaucoup de choses à faire parce que la vie est devenue beaucoup plus simple. On n'a plus à chasser pour aller chercher notre nourriture, les services du quotidien sont gérés, les choses sont de plus en plus gérées par des logiciels et des algorithmes. En fait,
on s'embête, pour rester poli, et comme on s'embête, on va chercher à gagner du temps. Et comme on n'a pas forcément une culture de lecture dans beaucoup de pays malheureusement, on va faire des choses très discutables et parfois un peu surprenantes si on devait prendre un peu de recul. Que fait la personne ici derrière son smartphone ou devant sa caméra? Et donc du coup, pour en revenir à notre cœur de sujet sur l'IA et les cabinets, c'est une excellente chose. Ne pas vivre avec son temps, c'est aussi ridicule qu'un banquier qui vous dit « moi les nouveaux logiciels, j'y crois pas, je vais continuer à faire mon analyse sur papier et Excel ça ne sert à rien et les processeurs ne servent à rien ». C'est aussi ridicule que d'avoir ce type de logique. En revanche, si c'est un prétexte pour moins travailler, pour moins réfléchir, pour moins faire les connexions, pour moins faire d'efforts en se disant au pire, même une faute d'orthographe dans un rapport, c'est pas. Je peux écrire en phonétique, ça va être corrigé par l'IA, ça n'a plus de limite. Et là, c'est un Frankenstein, c'est une sorte de golem qu'on est en train de créer et qui va niveler vers le bas, malheureusement, le niveau de beaucoup d'intervenants. Alors, l'IA, effectivement, au niveau quantitatif et à son utilité, moi-même, j'utilise en différents éléments. Mais le fait est que l'IA n'est pas neutre et qu'il n'y a pas d'IA africaine et qu'on est obligé de nous plugger à une IA donnée. Parce qu'il y a question des big data et que l'Afrique n'a ni les infrastructures ni la taille en termes de données suffisantes pour pouvoir nourrir de manière efficace une IA. Et donc quand on pose la même question à une IA occidentale et à une IA chinoise, on n'aura pas la même réponse. Ça c'est le premier élément. Mais elle est utile, ça c'est indiscutable. Par contre, dès qu'on parle du qualitatif, par exemple, si j'étudie un phénomène sociologique marocain, je ne sais pas, par exemple, des violences dans les stades de foot, je ne vais pas aller plaquer ce qui a été fait en termes d'études sur les violences dans les stades de foot anglais. Ce n'est pas les mêmes cultures, ce n'est pas les mêmes mentalités, ce ne sont pas les mêmes trajectoires historiques, etc. Donc je pourrais aller voir ce qui se fait ailleurs au niveau de la littérature. Mais à un certain moment, l'IA ne peut pas faire le travail à ma place et d'aller observer sur le terrain et d'aller faire des questionnaires, d'aller interviewer des gens et de déduire des informations au niveau du qualitatif. Pareil, l'IA peut m'aider à voir ce qui a été fait au Portugal à l'époque de Salazar ou à l'époque de l'ère Meiji au Japon, etc. Ça peut me donner une cartographie globale, mais les Burkinabés ou les Maliens ne sont ni japonais ni portugais. Et à l'intérieur de chacune de ces nations-là, on a des Touaregs, on a des Songhai, on a des Peuls, on a une pluralité de groupes ethniques, où chaque groupe ethnique a ses propres traditions, ses propres valeurs, son propre rapport à la terre, propre rapport au bétail. Et il y en a qui sont nomades, des semi-nomades, des sédentaires. Mais est-ce qu'un cabinet de conseil international est au fait de toutes ces réalités de terrain propres au territoire africain? J'imagine qu'un cabinet local est infiniment plus au fait de ces réalités-là, qu'il connaît qu'il y a des zones où il y a des rivalités ethniques, des tensions interconfessionnelles, etc., qui vont être totalement occultées par le joli PowerPoint qui va être fait par le cabinet de conseil international. Donc l'IA, oui, pour gagner du temps au niveau quantitatif, mais effectivement au niveau du qualitatif et pour préserver un champ d'intelligence humaine qui permet d'épouser le réel dans un respect total du réel et de bâtir sur le réel et pas sur une réalité fantasmée. Le benchmark c'est bien, mais le benchmark ne remplace pas la réalité telle qu'elle est. C'est fois du recul, c'est-à-dire on n'a pas le recul suffisant pour voir comment le départ et le remplacement des cabinets étrangers qui sont partis par les locaux accroît l'efficacité. Ça, il faut des précédents, il faut un minimum de recul historique pour le savoir. Donc c'est trop tôt pour juger, je ne peux pas me permettre de juger. Après, on peut faire des procès d'intention et dire qu'ils ne seront pas à la hauteur, ou ils seront à la hauteur, ou ils seront meilleurs forcément que les étrangers. On n'en sait rien. On attend et on voit. Parce qu'en même temps, il faut rappeler qu'un cabinet local, ce n'est pas la garantie d'avoir un cabinet capable de décrypter le réel de son environnement. On peut avoir effectivement des anciens de McKinsey, de BCG, qui sont des Burkinabés par exemple, qui vont revenir au Burkina Faso, mais pour créer une forme d'émule ou d'avatar de McKinsey divisé par 100, des gens plus petits, tout simplement, mais avec le même logiciel qu'ils ont acquis dans des universités étrangères en projetant les mêmes logiques. Donc on attend de voir et puis on verra, il faut être un peu optimiste. Ouais, déjà, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le manichéisme de dire que c'était des méchants capitalistes qui venaient profiter des ressources locales pour produire des rapports, etc. Parce que, McKinsey que j'ai cité aussi, on leur doit aussi, avec d'autres cabinets, le succès exceptionnel de l'OCP. Avec une refonte totale du système, où c'était une entreprise il y a 30 ans qui produisait des phosphates bruts, K2, K9, azotés, non azotés, et qui maintenant sont en mesure de discuter d'un slurry pipeline avec le Nigeria, de dupliquer le modèle en Éthiopie, de produire des dérivés qui sont non azotés, donc moins polluants. C'est une success story exceptionnelle, parce qu'il y a une vision au niveau du management, et de l'autre côté, il y a des super consultants, il ne faut pas être complètement nihiliste, des super consultants qui ont produit de l'excellente qualité, qui ont fait les benchmarks qu'il fallait, et ce qui a donné le succès exceptionnel de l'OCP tel qu'on l'observe aujourd'hui. Donc je dirais que déjà sur le passé, on sait ce qu'on perd. Parce que dans la plupart des pays africains,
ce serait complètement nihiliste de dire que ça n'a pas évolué positivement. Ça a évolué positivement à un moment où il y avait un recours massif à ce type de cabinet. Et donc, on sait ce qu'on perd. On sait qu'il y avait un momentum, il y avait un élan, il y avait une dynamique, initiée aussi en parallèle avec ces cabinets. La dynamique était positive. J'aimerais bien avoir des exemples, si vous le permettez, de réussite de ces cabinets-là au niveau du Sahel. Niger, Mali, Burkina, des exemples concrets, d'une seule réussite, de grande échelle, au niveau de ces pays-là, concrètement. Sur ces pays-là, c'est un peu plus complexe de sortir un exemple précis, parce qu'il y a des contingences politiques, militaires et autres, qui rendent l'analyse dans sa globalité complexe. Mais si on prend une expérience témoin d'un pays qui était un État A, il n'y a pas forcément de choses aussi graves que ce qui s'est passé au niveau du Sahel, d'un point de vue militaire, géostratégique, avec des ingérences d'autres pays. Là, je serai en mesure de répondre. Comme l'expérience n'est pas témoin, parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres qui changent. Donc on n'a pas d'exemple. Il y a des très belles choses qui ont été faites, par exemple en Côte d'Ivoire. Au niveau de la refonte du quartier de Plateau, au niveau de la refonte de la baie de Cocody, au niveau de penser la logique globale. Il y a des choses qui ont été bien pensées mais qui n'ont pas été finies, comme la fameuse cité de l'école au Sénégal. Donc, honnêtement, il y a de belles choses qui ont été faites. Le Burkina, quiconque connaît un peu la région, le Burkina d'il y a 30 ans n'est absolument pas le Burkina d'aujourd'hui. Ça évolue très positivement, ça évolue de manière très favorable. Mais après, on ne peut pas tout mettre sur le dos des cabinets de conseil, il y a aussi des donneurs d'ordre, il y a aussi une certaine vision politique. Est-ce que tous les pays de la région du Sahel ont une certaine vision politique? Est-ce qu'ils sont totalement émancipés de l'héritage français? Il y a beaucoup trop de contingences. Mais je suis d'accord que ce n'est pas parce qu'il y a un cabinet de conseil international que c'est un gage de réussite ultime. D'autant plus qu'il y a des pays qui ont réussi sans cabinet étranger. Je me rappelle la Chine, à ce que je sache, ce n'est pas des incompétents, ni des incultes. Ils sont quand même le premier PIB mondial en termes de parité pouvoir d'achat. J'imagine qu'il n'y a pas McKinsey là-bas et qu'ils sont capables de monter des bureaux d'études publiques, étatiques, de rassembler les meilleures compétences localement et de travailler. C'est-à-dire la réussite de l'OCP, ce n'était pas quelque chose d'insurmontable si on voulait le faire localement. Vous avez rappelé qu'on a des polytechniciens brillants, des ingénieurs brillants, des managers brillants. C'est-à-dire que ce n'est pas McKinsey qui est la clé de voûte de la réussite de l'OCP, mais elle a été l'occasion, tout simplement historiquement, puisqu'on est passé par elle. On aurait pu, avec un peu de volonté, avec un peu d'organisation, de faire même mieux que ce qui a été fait au niveau de l'OCP. Moi, je vous rejoins. C'est pour ça que moi, je suis plus dans ce que j'ai par rapport au spéculatif. Ce que j'ai, c'est que ce serait un bilan de 7,5, 8 sur 10. Ce n'est pas un bilan de 4 sur 10, ce n'est pas un bilan de 10 sur 10. Après, peut-être que maintenant, dans une logique de fine-tuning, où en plus on veut des ressources bien formées, avec un transfert de compétences des grands cabinets à plus petits cabinets, avec une culture locale, une proximité, peut-être qu'on va passer à 8, 8,5. Mais peut-être qu'on va régresser aussi, parce que, qu'on le veuille ou non, ce type de cabinets ont un recul historique, ont une capacité de mobiliser des ressources, une capacité aussi d'influence, parce que quand vous avez le label de grands cabinets et que vous voulez négocier des taux à des taux d'un intérêt intéressant au niveau des grands bailleurs de fonds, c'est beaucoup plus simple quand vous avez tel héritage et tel tampon par rapport à un autre, quand bien même le contenu du rapport peut être meilleur dans des plus petites boutiques, c'est vrai, c'est de l'autorité publique. Donc, on va voir ce qu'on va obtenir. Je ne dis pas que ce qu'on va obtenir va être meilleur ou moins bon, je ne sais pas, je suis dans la même logique d'humilité, mais je pense que l'avenir s'annoncera Dieu, parce que ce qui a été fait est en tout cas jeté les germes d'un développement futur très intéressant. En tout cas, moi j'ai peur de quelque chose, vous l'avez remarqué, c'est le nihilisme. Il ne s'est rien passé, on n'évolue pas. Non. Les Africains, de manière générale, l'espérance de vie augmente, hors contingence épidémiologique, militaire, etc., de guerre, de conflit. Je pense qu'on vit mieux, je pense qu'on est... Mais c'est pas grave, McKinsey qu'on vit mieux au Burkina Faso. Des politiques sanitaires, des politiques publiques, il y a quand même des ministères dans le pays, il n'y a pas que McKinsey. Souvent pensé par ce type de cabinet. Pas forcément. Il y a des campagnes de vaccination à grande échelle qui n'ont jamais été pensées par McKinsey, qui s'en sont faites par des vagues successives, etc. Il y a des pays qui ont collaboré avec l'OMS, avec d'autres structures. Bon, il y a les cabinets qui contribuent à côté à la marge, mais il ne faut pas tout leur attribuer non plus. Ces pays ne sont pas que des incompétents et des bras cassés, que McKinsey qui leur dit quoi faire. Ils sont capables de faire des choses correctement sans avoir besoin de McKinsey, ils l'ont fait. Que la France est en train d'être fichue, tout simplement, parce que la France n'a pas l'alibi de certains pays en termes de capacité de mobiliser des compétences. Qu'on veut ou non, malgré la décadence relative, malgré le déclin éducatif, il y a beaucoup de phénomènes négatifs que connaît la France, et là encore des gens extrêmement brillants dans différentes disciplines, avec une expérience et une vision internationale et régionale a fortiori. Et donc le fait de sous-traiter à des cabinets d'études américains s'inscrit davantage dans une logique d'idéologie de l'establishment à la tête de la France actuellement et de l'Union européenne que dans une réalité de besoin et d'incapacité à le faire localement. Il faut rappeler quand même qu'ils sont dirigés par un banquier, un ancien de Rothschild. Vous attendez à quoi? Est-ce que ce soit un étatiste qui pense la souveraineté, qui est capable de mobiliser les chercheurs locaux? Ils ont CNRS,
c'est pas un pays qui manque de compétences. Donc on est dans une logique d'élite cosmopolite, d'élite déterritorialisée et déracinée, qui voit la France, d'ailleurs, comme le disait Jacques Attali, comme un hôtel. Voilà. Donc on est dans une logique de nomade. Et puis voilà, pour eux, McKinsey ou un cabinet anglais ou autre chose, ça se vaut parfaitement, tout cela se vaut. Donc ils n'ont pas cette identité d'enracinement, de souveraineté, ce n'est pas des gaullistes qui dirigent la France actuellement. Donc on revient toujours à la dimension politique et à la dimension idéologique, qui peut effectivement s'apporter le potentiel d'un pays à se réinventer à partir de lui-même. Je souscris, je dirais que c'est encore plus prosaïque à mon sens que ceci, parce que la base du client et du fournisseur se rejoignent. Vous avez les élites, Sciences Po, l'ENA, Polytechnique, etc. D'aucuns vont opter pour une carrière très publique, avec une possibilité, ce qu'ils appellent pantoufler, de manière très triviale et très vulgaire, et passer vers le privé. Et les autres vont choisir peut-être l'autre versant de la pièce, qui est ce type de structure dans des très bons cabinets, très rémunérateurs, etc. Et donc si vous avez un copain de promo, que vous connaissez depuis 20-25 ans, en qui vous avez confiance en plus, vous savez qu'il fera de l'excellent travail, il y a un certain réflexe en France qui consiste à dire, nous sommes là, dans le secteur public, à gérer les contingences du quotidien. Dès que ça dépasse un peu du cadre, on n'a pas forcément le temps, ni les ressources pour, on préfère se focaliser sur autre chose, on va faire appel à des gens qui savent faire. Je pense que c'est 2021 où ils ont atteint 1 milliard d'euros de frais de conseil au niveau de l'État français. Alors 1 milliard d'euros comparativement au PIB de pays africains, pour revenir chez eux, ça vous situe un peu. Et au passage, mais c'est un procès très franco-français, en payant un minimum d'impôts parce qu'ils sont basés au Delaware, et ça c'est forcément quelque chose qui va faire trembler dans les chaumières, même si je suis un peu moins sensible à ce type de sujet parce que c'est un cabinet international, et s'ils doivent optimiser leur fiscalité en lien avec les pratiques fiscales agressives, je ne vois pas en quoi il y aurait un scandale. Le cadre fiscal avait qu'à être un peu plus coercitif et on n'en serait pas. Donc pour moi c'est tout à fait logique, le donneur d'ordre connaît très bien, pas une consanguinité, mais en tout cas pour rester positif, une grande proximité. Tout ce beau monde se connaît, ils se font confiance, ils se respectent, et après tout, la France, c'est un pays où les gens aiment bien râler de temps en temps, mais c'est un pays qui demeure bien géré, qu'on le veuille bien. Et puis la démocratie, c'est décoratif. Donc on travaille avec les gens qu'on connaît, avec le réseautage, mais la transparence, c'est pas grave, c'est assez de ne pas respecter de temps en temps, c'est pas grave. Il y a un livre que je lis très très régulièrement. Je suis très très fan de romans policiers et je suis très fan d'essais. Mais il y a un livre qui pour moi est un fil rouge dans mon existence. C'est un ouvrage qui avait son petit succès dans le temps, qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées, de Bruno Bettelheim, qui vous permet de découvrir justement, à différents moments de la vie, des lectures différentes des contes de fées. Par exemple, pour parler trivialement, Blanche-Neige et les sept nains, une relecture, La Belle au bois dormant. C'est une adolescente, par exemple, qui se fait piquer et qui est réveillée par le bisou du prince charmant. C'est-à-dire c'est une métaphore, selon d'aucuns, de l'adolescence avec le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et il y a la logique aussi du petit chaperon rouge, avec toute la symbolique du loup, etc. Il y a la symbolique du petit pouce que d'aucuns ont attribué à une hantise qu'ont les petits garçons de la castration. Donc il y a beaucoup de lectures, ce qui fait que ce livre peut être lu par ma fille de 5 ans, il peut être lu par ma mère qui a 80 ans, et après on découvrira des choses. Et si des contes, et je suis très fasciné par les contes et par l'héritage, justement c'est très africain, si ça a gardé son succès autant de décennies, autant de générations, autant de siècles, c'est qu'il y a quelque chose. Et si ça parle aux gens, à l'âge de pierre, quasi, et ça parle aux gens d'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, etc., c'est qu'il y a quelque chose derrière de beaucoup plus profond qui parle à des instincts grégaires. Pourquoi les 7 nains? Pourquoi pas 8 pas là? Pourquoi il y a 7 jours dans la semaine? Il y a beaucoup de parallélisme dans ce thème. Par exemple, La Belle et la Bête, une relecture de ce type de conte qui va nous permettre aussi de voir des lectures souvent grivoises, parce que c'est souvent grégaire, mais en tout cas qui nous permettent de voir des contes qu'on a lus quand on avait 5-6 ans de manière différente. Alors pour ma part, il y a un livre que j'offre très souvent, d'ailleurs je l'achète dès que je le vois dans les librairies, et qui pour moi est une clé d'entrée incontournable pour adopter une complexité dans sa grille de lecture. C'est-à-dire quand on étudie un phénomène économique, développement économique d'un État, d'une région, de n'importe quelle structure grande, et ben on ne peut pas se limiter au paradigme économique. Il faut introduire la dimension anthropologique, la dimension géographique, la dimension historique. Et le livre que je recommande, il s'appelle L'illusion économique d'Emmanuel Todd. Alors il y a un chapitre dans ce livre, plus précisément un chapitre d'une vingtaine de pages, qui s'appelle, alors si je me souviens bien, Précis anthropologie à l'usage des économistes, où il fait une synthèse de sa grille de lecture des systèmes familiaux traditionnels, des différentes valeurs structurantes entre parents, enfants, au niveau de l'héritage, l'horizontalité, le type de mariage endogame, exogame, etc., pour en déduire les différentes trajectoires économiques que le monde a connues.
et qu'il n'y a pas une voie pour le développement, mais qu'il y a autant de voies qu'il y a de systèmes familiaux, c'est-à-dire qu'il y a de substrats anthropologiques. Et que l'échec du libéralisme à l'échelle planétaire, c'est qu'il a cru être universel et qu'il a cru être l'horizon indépassable pour toute l'humanité, alors que c'est un phénomène typiquement occidental et propre à une sphère même de l'Occident, même pas tout l'Occident, mais le monde anglo-américain avec une partie de la France, l'Aquitaine, etc. Le libéralisme est né dans un triangle, c'est Londres, France, États-Unis, c'est dans ce triptyque qu'il est né. Et donc ce livre-là, qui n'est pas très long, qui est très facile à lire, qui est très résumé, très concis, est pour moi une porte d'entrée extraordinaire pour intégrer de nouvelles grilles de lecture. Et je recommande à McKinsey de commander massivement et de le lire. Voilà.